Bienvenue dans ce débat Faire croiser qui reçoit pour vous ce matin Monsieur Laurent Delors-Faton. Il est doctorant en communication et moniteur à l'ENSTIC. Il est un habitué de ce plateau. En face de lui, c'est bien Fréjus Seulan, journaliste à la rédaction de Eden TV et Diaspora FM. Les deux auront à aborder le sujet que voici. Grève dans le secteur éducatif, les apprenants sont-ils laissés pour compte? C'est une interrogation qu'ils auront à aborder, à apprécier, à appréhender chacun à leur manière. Vous l'avez suivi sur nos antennes et peut-être ailleurs. Eh bien, il y a quelques jours, les apprenants dans les départements du Mono et Koufo ont marché, surtout ceux de la commune de Lokossa ont marché sur la mairie et ont gaillé la rue et exigent maintenant que le retour de leurs enseignants, le retour et l'ouverture des écoles à nouveau et sinon la reprise des classes après cette série de débrayages enclenchés dans le secteur éducatif. Alors, ces apprenants, que ce soit ces apprenants du Mono comme ceux d'ailleurs, sont-ils laissés pour compte? C'est l'interrogation que nous nous proposons d'aborder ce matin sur ce débat Faire croiser avec nos deux invités en la personne de Laurent Delors-Faton et Fréjus Seulan. Bonjour, Monsieur Faton. Bonjour, Monsieur Loris. Alors, merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. Et inutile d'accueillir à nouveau Fréjus Seulan qui était, mais merci déjà d'avoir accepté faire l'exercice avec nous, Fréjus. Oui, c'est moi. Alors, je démarre avec vous, vous l'avez suivi dans cet élément de notre correspondant dans le Mono Koufo, Jonas Bouchi, qui a partagé avec nous dans un reportage bien fourni d'ailleurs, un monde fou dans la cour de la mairie de Lokossa. Et ce monde est constitué, cette affluence est rien que constitué des apprenants de différentes écoles et lycées du Mono et du Koufo. Voilà. Ils exigent maintenant la reprise des cours. Ils ont sûrement marre de rester à la maison. Cette démarche, cet événement traduit un malaise très profond au sein de notre société parce que c'est extraordinaire ce qui se passe parce que d'habitude, quand il y a grève, quand il y a de ces mouvements, les élèves, les apprenants sont souvent les premiers à être heureux, oui, à être contents, n'appréhendant pas, comment on dit, les conséquences, toutes les conséquences de ces grèves-là. Donc souvent ils sont heureux d'être à la maison, de se livrer à des jeux, c'est un bonus. Donc c'est là tout un contraire. Vacances bonus, mais voir maintenant que c'est le contraire, ces élèves, ces écoliers, ces apprenants, ils étaient très nombreux à envahir cette ville de Lokossa. Ils se sont dirigés vers la préfecture, personne ne les a reçus. Ils se sont ensuite dirigés vers la mairie. Ça a été le même cas, personne ne les a reçus. Ils se sont indignés. Peut-être parce que ce sont des élèves. Parce que ce sont des élèves. Un syndicat, une centrale et autres, voilà. D'habitude, vous savez... dépêché peut-être un responsable pour... Voilà, pour les écouter, mais ça montre un peu déjà le dédain des autorités, je crois, envers cette classe sociale-là, envers ces élèves, ces étudiants. Sinon, c'est extraordinaire et ça doit interpeller. Parce que ce ne sont quand même pas une dizaine. Une dizaine, des milliers, je vais dire, si je n'abuse, parce que vous voyez des apprenants qui ont soif d'apprendre, qui ont soif de recevoir les enseignements pour servir valablement leur pays. C'est extraordinaire ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Ils ont envahi les rues. Toutes les autorités les ont ignorées. Toutes les autorités les ont ignorées. Mais dans les discours, quand vous suivez les discours, on vous dira, nous travaillons, nous luttons pour cette jeunesse. Nous sommes là pour offrir un avenir à cette jeunesse qui est notre priorité. C'est les discours que vous allez entendre. 2019 est là. Vous allez voir pendant les campagnes. Votez pour nous. Nous allons offrir un avenir à nos enfants. C'est pour eux que nous battons les projets ici. Mais voilà que déjà... dans un bras de fer totalement inutile, où les gens réclament un statut particulier et autres, et qu'on s'acharne encore à défalquer, et que ça rend encore impossible la situation, dans ce contexte-là, que ces étudiants décident de réclamer les cours, ce qui est légitime, parce que c'est ce qu'on peut offrir à ces enfants dans la République, c'est l'instruction, c'est l'éducation. Et quand on voit des enfants, vous avez vu des jeunes de 10 ans, 15 ans,
qui réclamaient les cours. C'est extraordinaire. Et puis, ils ont été simplement réduits à l'expression de l'ignorance, du dédain et autres. Donc, c'est fortement regrettable. C'est regrettable. Et votre question, il n'y a qu'une seule réponse. Ces apprenants sont laissés pour compte. C'est un bras de fer entre syndicats et gouvernement. Eux se retrouvent coincés entre deux géants. Et c'est eux qui perdent. Qui les écrasent. Voilà, parce que les enseignants ne perdent pas. Les enseignants ne perdent pas parce que c'est eux qui ont le savoir à dispenser. Peut-être ils perdent le salaire, les défalcations, les ponctions, mais in fine, peut-être qu'ils auront, qu'on va leur retrocéder les ponctions sur salaire et ils auront leur statut, ils seront contents. Ils seront contents. Et le gouvernement, je ne sais pas ce que le gouvernement perdra, le gouvernement va satisfaire à cette doléance. Mais pendant ce temps, en ce moment, l'année aurait déjà changé de couleur. De changer de couleur. Pendant ce moment, même si l'année ne change pas de couleur, c'est des semaines d'apprentissage perdu. Donc, dans cette histoire, c'est les élèves qui perdent, c'est les apprenants qui perdent, et c'est la nation qui perd. Parce que quelqu'un disait entre-temps que si on veut détruire une nation, on n'a pas besoin de lâcher une bombe ou quelque chose. Former mal les apprenants. Parce que le patient mourra aux mains du médecin mal formé, l'élève deviendra un cancre aux mains de l'enseignant mal formé. Et là maintenant, il y a un déficit au niveau de la qualité, de la totalité de l'enseignement qui doit être dispensé à des apprenants. Donc on peut dire que ces enseignants et le gouvernement, excusez-moi le terme, se foutent un peu des apprenants. Laurent Delors-Faton. Je ne dirais pas que les enfants sont laissés pour compte, mais les apprenants sont laissés pour compte. Il y a un camp qui ignore royalement la mission pour laquelle elle est là. Un camp, vous dites? Oui, entre les deux acteurs, c'est le gouvernement, c'est le pouvoir en place. Donc il n'y a que le gouvernement qui soit fautif. Les enfants étaient partis rencontrer qui? Rien que les autorités. Et ceux-là n'ont même pas eu la peine de les écouter. Et si vous connaissez bien quand même le système éducatif béninois, la plupart des enseignants ont leurs enfants dans le système éducatif public. Ça veut dire que c'est d'abord leurs enfants qui sont concernés. Mais quand vous regardez en face des acteurs de l'enseignement que sont les enseignants, vous allez voir que les gens qui sont au pouvoir, pratiquement aucun d'eux n'a son enfant dans le système éducatif national. C'est ce que nous pensons. C'est tel le cas. C'est ce qu'on a souvent pensé. S'ils ne sont pas hors du pays, ils sont quand même dans des privés. Il y a quelques rares cas. La plupart, ce sont des cas exceptionnels vraiment qui ont leurs enfants dans le système éducatif public. Ça veut dire qu'eux, ils sont très peu concernés par ces enfants. Je connais des députés qui ont leurs enfants ici. Je dis, il y en a très peu. La majorité parmi eux a leurs enfants quand même dans le système éducatif privé ou à l'extérieur. Alors que les enseignants, majoritairement, ils ont les enfants dans le système éducatif public. Ça veut dire que c'est d'abord les enfants. Et aucun parent ne voudrait que son enfant quand même perde une année. Donc c'est d'abord leurs enfants qu'ils prennent plaisir à laisser. Ça veut dire que d'abord leurs enfants qui sont en jeu et ils ne peuvent pas laisser pour compte leurs enfants. Et a priori, c'est ce qu'on doit dire. Et c'est tel est le cas. Mais quand vous voyez la situation, il y a un mode de gouvernance, une manière de gouvernance aujourd'hui qui inquiète davantage. Au lieu de voir les problèmes en face et d'y faire face pour les affronter et les décanter, on cherche toujours des mains invisibles. C'est sûr. Et s'il y a eu un mur devant les apprenants, certainement que les gens se disent qu'ils sont manipulés par les acteurs politiques. Alors que la situation dans laquelle nous sommes, il n'y a aucune main politique, a priori, qui soit derrière. Nous connaissons de quoi il est question. Tout à l'heure, Frégis le disait, les enseignants sont allés en grève pourquoi? Ou bien les corps constitués de la fonction publique sont allés en grève pourquoi? Il y a les revendications qui sont bien connues par le gouvernement et par les acteurs et par la population. Ils en ont largement parlé. Et que cette revendication, aujourd'hui, le débat n'a même pas encore été fait. Le dialogue qui devrait permettre à ce qu'on en débatte n'a jamais eu lieu. Le dialogue est ou bien quand il a commencé, il a toujours été suspendu. C'est-à-dire qu'actuellement, la situation, la balle est tout dans le camp du gouvernement qui apparemment se préoccupe très peu ou bien fait montre de ce qu'ils ont eux-mêmes déclaré, alors qu'on ne peut pas être gouvernant et dirigé par la rage ou la ruse. C'est une mauvaise lecture de la politique, c'est une mauvaise lecture de la gouvernance. La rage et la politique se font dans des milieux où on est en compétition ou bien on est en combat. Aujourd'hui, on est en une gouvernance ou bien un gouvernement
ne peut pas être en conflit, bien en guerre contre son peuple. C'est quand vous êtes en guerre que vous faites usage de rage et de ruse pour pouvoir terrasser votre vis-à-vis. Vous êtes en train de gouverner. Si vous êtes par exemple en campagne électorale, je comprendrai que pour terrasser vos adversaires, vous pouvez faire usage de la rage et de la ruse. Oui, mais vous savez, quand on évoque ces deux concepts de la rage et de la ruse, je ne sais pas si c'est plutôt la lecture que font, je dirais, les critiques et activistes qui laissent transparaître cette rage et la ruse, ou c'est plutôt le gouvernement. Je n'arrive pas. Quelles sont les actions du gouvernement, selon vous, qui font état de ce qui a usage de la rage et de la ruse? Quand un acteur politique parle, il ne faut jamais le suivre dans son discours. Il faut voir si son discours est en corrélation avec ses actes. Malheureusement, ce discours du maître Diogbenou est en parfaite harmonie avec les actes que pose le gouvernement chaque jour davantage. Je ne prends pour preuve que les négociations avec les centrales syndicales. Vous avez vu, il y a comme de la mauvaise foi du début à ce jour. Le gouvernement refuse de négocier. C'est que c'est un mur total. Non, il y a un refus le gouvernement n'a de pas refusé de négocier. Le gouvernement n'a pas refusé. Janvier. Le chef de l'État. Ce débat, on l'a fait plusieurs fois ici. On l'a fait sur le plateau. Le gouvernement n'a pas refusé. Le chef de l'État a renvoyé les centrales syndicales vers les négociations. Mais avant que les négociations ne commencent, ils assomment les centrales syndicales. Alors que si on veut être sérieux, et ce n'est pas le propre du gouvernement en place, c'est pratiquement le propre de tous les gouvernements que vous avez eu par le passé, où les exécutifs se situent en judiciaire. Alors qu'on a un pouvoir judiciaire dans ce pays. La situation dans laquelle nous sommes, on peut même défalquer les fonctionnaires. On peut les défalquer. Si la justice déclare que la grève qu'ils ont déclenchée est illégale ou bien n'est pas juste, une décision de justice sortirait. Et le gouvernement ne ferait qu'appliquer une décision de justice. Et on n'en débattrait pas. Mais en pleine négociation. Et vous savez que... Mais vous n'êtes pas sans savoir que l'exécutif s'est fié aussi aux dispositions. Non, l'exécutif n'est pas le pouvoir judiciaire. Les dispositions c'est vrai, il y a le pouvoir judiciaire, c'est vrai, mais l'exécutif contient en son sein un département. C'est pas parce qu'il y a un ministère de justice, ce n'est pas eux qui donnent les décisions de justice. C'est le tribunal. Je ne le dis pas, je suis d'accord. Ça veut dire que l'idéal aurait simplement été que le gouvernement continue les négociations avec les centrales syndicales. Et c'est ce qui fait un recours. Les négociations n'ont jamais été suspendues. Fait un recours devant les tribunaux pour que les tribunaux disent si la grève est légale ou illégale. Le tribunal donne décision. Le gouvernement, en application de la décision, défalque. Aucun individu béninois ne poserait aucun problème. Mais si vous êtes en négociation et que vous ne commencez pas la négociation, et qu'avant la négociation, vous défalquez, et que les vis-à-vis se voient lésés, on ne négocie jamais quand le vis-à-vis est en position de force ou bien en position de brimer l'autre. C'est un béaba de la négociation. La négociation a des règles essentielles. Quand on va en négociation, chaque partie est consentante à fléchir une position. C'est justement ce qui n'a pas été constaté de l'autre côté. Vous avez dit que les négociations ont été enclenchées. De la discussion avec le chef de l'État, qui les a conviés à la négociation, entre les deux instants, il y a eu la défalcation au milieu. Ça veut dire que... Est-ce qu'il y a eu en amont cette flexibilité que vous évoquez? Ils ont décidé d'aller en négociation. Et du chef de l'État, ils l'ont dit. Le chef de l'État est d'accord. Ça veut dire que le chef de l'État précédé. C'est comme si le chef de l'État et le gouvernement en général font preuve quelquefois de mauvaise foi. Parce que si les acteurs syndicaux sont allés voir le chef de l'État au palais, ils ont discuté. Le chef de l'État n'a jamais évoqué la question de défalcation en leur présence. Il ne l'a pas évoqué. Alors si le chef d'État a donné la parole pour y aller négocier, mais il devrait s'y attendre normalement. Entre les deux, je dis, s'y attendre, la question n'est pas là. Quand vous êtes dans une situation de conflit ou bien de situation délicate, on n'envenime pas la situation. Ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour le savoir. On n'a pas besoin d'être adulte pour le savoir. Oui. Les enfants le savent, tout le monde le sait. On ne peut pas envenimer la situation. Il n'y a que le gouvernement qui envenime. C'est le gouvernement qui envenime. Et aujourd'hui, il n'y a rien à dire. La balle est encore dans le camp du gouvernement. Il n'y a que le gouvernement qui pourra trouver la solution qu'il faut pour un dégel. Alors que le dégel est important. Et quand on en vient aux enfants, quand on en vient aux enfants, parce que la question était surtout aux enfants, les enfants, ils sont aujourd'hui déboussolés. Qu'on le veuille ou pas, ils ont déjà passé près de 2 mois à la maison, à ne rien faire. Et ils vont, ils viennent. C'est que si de manière spontanée, les enfants se révoltent ou bien décident de manifester leur désarroi, bien leur oisiveté à la maison, je pense que le minimum aurait été quand même que les autorités, même si le préfet n'est pas présent, que le SIGM de la préfecture, mais quelqu'un quand même sorte pour au moins les écouter. Ne serait-ce que seulement les bluffer. Pourquoi vous pensez que toute la concession devait être du côté du gouvernement et que
tout le sacrifice devait venir du gouvernement et non. Personne ne demande de sacrifice au gouvernement. On demande seulement au face. gouvernement de faire le minimum du bon sens. Ce n'est pas un sacrifice. Le gouvernement a décidé d'aller en négociation avec les instances syndicales. On connaît la plateforme revendicative, on la connaît. Et on n'a même pas entamé la plateforme. Le gouvernement défalque. L'idéal maintenant est qu'avant toute négociation, que le gouvernement rétrocède les défalcations et qu'il enclenche, lance un recours devant les tribunaux. Vous ne trouvez pas pour que les tribunaux donnent décision. C'est vrai que ça va dans permettre de 2 mois, sauvegarder la paix. Dans 1 mois, on pourra revenir. Ce serait quand même trop facile. On va s'attendre chaque fois à cette procédure ou à ce style de gestion. Je crois que la chose n'est pas si aisée à faire parce que je me demande si le gouvernement saisit la justice sur une grève illégale pour le mois d'octobre et que la justice se prononce en décembre, la défalcation, le salaire d'octobre serait déjà payé. Le gouvernement va défalquer sur quoi? Sur le salaire de décembre, où les gens se seraient peut-être plus en grève. Donc, je crois que ce n'est pas si faisable que ça. Je crois que ce n'est pas possible parce qu'on a fait grève en octobre. Le gouvernement saisit la justice qui a son timing, qui peut répondre en décembre, en janvier. Mais quand la justice va répondre et donner raison au gouvernement que la grève est illégale, le gouvernement va défalquer sur quel salaire en ce moment? Il n'y a aucun moyen, le gouvernement défalque. À ce moment, ce que moi je pense qui est faisable, c'est que ce qui est fait est fait. Le gouvernement a défalqué. Maintenant, il revient aux centrales de saisir les instances compétentes, les institutions compétentes pour contester cela. Et maintenant, en son temps, ce qui a été prélevé, cette ponction, le gouvernement pourra restituer aisément. Si le gouvernement le restitue plus tard, on en vient au même. Non, on n'en vient pas au même. Parce que la différence que j'essaie de faire, cher ami, c'est quoi? On fait grève en octobre, d'accord? Là, le gouvernement saisit la justice. Pendant ce temps, il paye 100 000 francs, 200 000 francs, intégralement le salaire de 200 000 francs. Vous faites grève, le gouvernement vous paye votre salaire de 200 000 francs, mais saisit la justice pour dire que cette grève est illégale. Oui, mais sans avoir défalqué. Sans avoir défalqué. Vous avez votre salaire d'octobre. La justice donne une suite en janvier. Maintenant, le gouvernement va défalquer sur quel salaire? Pendant ce temps, pendant ce temps, le gouvernement va défalquer sur quel salaire? Janvier, par que vous n'avez pas fait grève, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce qui doit être fait, le gouvernement vient de le faire. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Laurent Delors a dit qu'il faut répondre de ses actes. Mais c'est ce qui est en train d'être fait maintenant. Non, ce que moi je dis, et ce qui est simple à faire, parce que ce que vous proposez, c'est une autre solution qui va entraîner d'autres situations. Vous nous défalquez quelque chose sur un mois où on n'a pas fait grève. Ici maintenant, d'accord, que le gouvernement défalque. Maintenant, les centrales et autres vont saisir la justice. Maintenant, déjà qu'ils ont défalqué sur le mois d'octobre, il est loisible maintenant de compléter ce qui a été défalqué en son temps. Quoique, je ne suis pas en train de dire que la défalcation, elle est bienvenue parce que quand vous disiez plutôt que les centrales, le travail devait s'y attendre, ils ne devaient pas s'y attendre, je ne suis pas d'accord. Parce que la loi, elle est claire. Elle est claire. La grève est partie d'où? La grève a été solidaire des autres mouvements pour le retrait du droit de grève. Et qu'est-ce que la loi dit? Pour les revendications liées aux libertés, il ne doit pas avoir, comment on appelle, une défalcation. Alors, pourquoi le gouvernement s'autorise une lecture? Alors, vous me donnez entièrement raison. Oui. Si le gouvernement dit de facto, il n'y a pas que, sans aucune instance de justice décide en violation des tests. Ça veut dire que les centrales aussi sont en position de dire tant qu'on ne retrocède pas, on ne continue pas. Parce qu'aucun test... Oui, là je suis forcément d'accord. Je suis ça veut dire que nous sommes dans un enlisement total. Ce que je suis en train de souligner, c'est quoi? Ce que je suis en train de souligner, Loris Davo, il faut être clair. Parce que nous avions trop tendance dans ce pays à tuer le Bénin avec l'intellectualisme qu'on a là. Avec cette façon de toujours avoir raison de lire, d'interpréter les textes. Les textes sont clairs. Quand les revendications sont liées aux libertés, il n'y a pas de... Il n'y a pas que des revendications inhérentes aux libertés. Non, quand est-ce que les revendications corporatistes ont commencé? Non, cette défalcation qui a eu lieu maintenant, c'est sur la grève qui a été solidaire du retrait du droit de grève. C'est ça la question. Et là maintenant, le gouvernement est en porte-à-faux avec les tests.
Mais pourquoi être en porte-à-faux avec les tests? Pourquoi violer... Ça n'est pas que de la liberté. Je viens. Pourquoi violer les tests en plus dans ce contexte? Dans ce contexte où vous êtes à la table de négociation, où vous fermez le poing et vous défalquez. Cette attitude n'est pas de nature à favoriser le dialogue, n'est pas de nature à calmer celui qui est en face de vous. Pourquoi pensez-vous, un peu comme l'ancien président de l'UNAMAB, que la seule solution pour qu'il y ait la paix, c'est de restituer les salaires défalqués? Contrairement à de salaires défalqués. Je ne sais pas si le gouvernement a tort de défalquer ou pas. Je ne sais pas si les centrales ont tort de réclamer la retraite ou pas. Mais je dis, nous sommes dans un état de droit. Et il est temps quand même que ce soit les centrales syndicales ou le gouvernement, qu'on commence quand même pas à porter les faits liés aux grèves devant les tribunaux. Et que les tribunaux ne commencent pas à donner des décisions pour qu'on en finisse une fois pour de bon. Parce que les lois sont claires. S'il y a des contentieux, quelquefois, il faut aller devant les tribunaux. Qu'on aille devant les tribunaux, que les tribunaux nous disent ce qu'il y en est. Mais si le gouvernement se lève et dit que tel est légal, et que le dit que ce n'est pas légal, on n'en finirait jamais. Mais avant qu'on arrive à une décision, moi, c'est une logique. Et vous allez voir, les centrales syndicales au Bénin ont tellement de poids, ont tellement de puissance, que tous les gouvernements passés, qui ont défalqué, ont toujours retrocédé. Dont elles en sont imbus. C'est dans l'histoire du Bénin, hein, on n'a jamais défalqué sans retrocéder. Et on s'y attend. Toujours. Et on s'y attend. Mais on aurait fini avec cette situation si jamais c'était des justice. C'est ce que je vous évoquais. J'évoquais tantôt. Vous ne voyez pas que ça devient un jeu de cycle? Non, c'est parce que les acteurs ne veulent pas jouer un jeu franc. On y insiste un peu. Le jeu franc aurait seulement voulu qu'on aille devant les tribunaux et que le tribunal dise cette grève est légale ou illégale. Tout le monde se plie à la justice. La justice ne pas dire de défalquer. Vous ne pensez pas qu'il faille sortir de ce cycle infernal? On n'en sortirait jamais. Insipide à la limite. On ne va pas appliquer les décisions de justice dans ce pays. Il n'y a pas question de dire est-ce qu'il ne faut pas sortir d'un cycle infernal. Quel cycle infernal? Les grèves, nous connaissons les mobiles des grèves. Si vous pensez qu'il ne faut jamais gréver, qu'il ne faut jamais aller en grève, pardon, nous n'allons pas avoir. Voilà, ça participe de la vie du travail parce que le patron, quelqu'un disait entre-temps, le patron parle comme un patron. Donc, le patron ne va jamais venir défendre vos intérêts à vous. Vous, en tant que travailleur, c'est à vous de vous organiser. C'est à vous de vous unir pour défendre vos droits. Sinon, le patron va toujours piétiner. Mais où est l'abus? Quand on réclame un statut particulier, où est l'abus? C'est comme les travailleurs dans le secteur privé au Bénin qui n'ont pas de contrat. Le secteur privé au Bénin, beaucoup de personnes, ils exploitent les employés. Jamais de contrat, ils ne sont jamais déclarés à la CNSS et le gouvernement est là. Vous pensez qu'à ce moment, les travailleurs doivent rester tranquilles pour dire on n'en abuse pas? Non, les gens réclament leur statut particulier, des choses que le gouvernement doit dire, oui, nous allons réfléchir, nous allons faire ci, nous vous donnons tel gage, on y va. Les gens ne doivent pas se taire sur ça. Et la grève, c'est un moyen pour l'obtenir. On ne peut pas éternellement maintenir les gens dans une situation précaire. C'est l'État, ça. Si les privés le font et personne ne dit rien, l'État aussi va se mettre à le faire. Et on va dire les travailleurs ne doivent pas s'opposer. Les travailleurs ne doivent pas revendiquer leurs droits parce que cette grève, c'est un cycle infernal. Non. C'est participe de la vie du travailleur parce que le patron, le gouvernement est dans son rôle. Parce que le gouvernement pense à quoi? Quand on va signer ces statuts particuliers aux enseignants, c'est avec la conséquence, c'est l'augmentation des salaires avec d'autres avantages. Le gouvernement regarde rapidement combien d'enseignants on a, plus de temps enseignants. L'incidence financière, c'est temps. Donc, nous avons d'autres priorités à investir dans tel domaine. Donc, en faisant cela avec cette incidence financière-là, ça ne nous enrage pas pour d'autres projets. Donc, le gouvernement a des priorités qui ne sont pas celles des enseignants. Mais les enseignants aussi sont dans des conditions depuis et demandent l'amélioration dans cette même République. Il revient au gouvernement de trouver le moyen, de trouver la manière de se concerter. Parce que je suis sûr que si on dialogue franchement avec ces enseignants, on met les cartes sur la table et on prouve voici. Et au lieu d'intimider, parce que je parle d'intimidation, parce que dans ce contexte-là, vous défalquez. Ça ne suffit pas. Vous sortez une autre pour dire, à partir de tel jour, si tel enseignant ne vient pas au poste, on va faire constat d'abandon de poste. C'est à la limite. Et je vous précise que toute cette décision évoquée en Conseil des ministres par le garde des Sceaux, c'est quand même un sachant qui en parle. C'est quand même un sachant
C'est qui le sachant? Questions de droit. C'est qui le sachant? Quand vous Loris tentez de lire, quand vous tentez de constater des limites, je me dis, c'est là, je me dis, voulez-vous croire qu'il méconnaît ou interprète mal les tests de loi? Les sachants, on en a au Bénin. Si celui dont vous parlez était si sachant que ça, la révision de la Constitution serait peut-être passée comme une lettre à la poste. Donc, vous savez, nous n'allons pas discuter de cela. Ça ne se négocie pas au campus. Ce que je vais vous le dire, c'est qu'il y a le droit et il y a la justice. Le droit n'est pas la justice. C'est la même famille. La justice n'a pas le droit. C'est la même grosse famille. La justice fait appel plus à la légitimité, alors que le droit fait appel à la légalité. Parce que vous avez le droit de martyriser, de tuer, de faire que vous devez le faire. Non, parfois il ne faut pas rester dans sa posture, rester aveugle et piétiner les gens. Parce que vous avez le droit d'avoir un pistolet et de tirer comme vous voulez. Vous pensez que vous pouvez amener un pistolet ici, tirer sur Laurent Faton et moi, comme ça? Ça, c'est pas bien. Il faut savoir parfois agir. Et ce gouvernement, on l'a toujours dit, moi je l'ai toujours dit, il y a un problème. Le gouvernement veut aller de l'avant. On voit la volonté de ce gouvernement de créer quelque chose de beau, d'innovant. Non, la volonté, hier, on le voit. Mais c'est la méthode. On parle toujours de la méthode. La méthode, c'est quoi? Le gouvernement se dit, si je recule, on va dire, comment ils appellent, il y a rétropédalage. Donc, ce gouvernement a peur de se montrer un peu comme les gouvernements passés, rétropédalage, il revient. Donc, c'est dans cette logique-là, de ne jamais reculer. Mais comment on peut diriger sans jamais reculer? Sans parfois prendre du recul, écouter les autres, donner, recevoir, s'entendre, s'asseoir. La gouvernance, ce n'est pas un monsieur qui vient pour dire « bon, je suis là ». Vous ne pensez pas qu'il faut quand même du respect pour l'autorité de l'État? Où est le manque de respect pour l'autorité? Mais où est le respect pour les employés, pour la République? Où est le respect pour le fonctionnaire de l'État? C'est aussi ça. Si vous demandez le respect, si vous donnez le respect qu'il faut à votre vis-à-vis, il aura forcément un respect pour vous. Mais quand vous venez à la table de négociation, vous dites ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça, c'est pas possible. Oubliez. Où est le respect que vous avez vis-à-vis de l'autre? Et c'est cela fondamentalement. Parce que je l'ai dit, dans tout cela, dans cette chorale-là de ruse, de rage, parce que les autres répondent à la ruse, pas la ruse, à la rage, pas la rage. Qui perd, c'est la nation et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le voir. Les apprenants perdent et c'est demain. Oui, Laurent Delors-Faton. Il ne faut pas qu'on soit toujours victime des mots. Au moment de la gouvernance du président Boni Yayi, beaucoup d'acteurs politiques disaient le chef d'État a la volonté politique. Et tout se basait sur la volonté politique, la volonté politique. Et on criait volonté politique. Aujourd'hui, on crie fermeté. Le chef d'État a la fermeté. Et c'est comme si nous nous enfermons dans des mots, dans des concepts qui nous empêche de voir plus loin qu'on doit voir. Une gouvernance politique, la gestion de l'État, ce n'est pas fait de droit. Vous nous voyez dans une sorte de bulle, c'est ça? On s'enferme dans des mots, dans des concepts, et on veut rester dans ce concept. Le chef de l'État a la fermeté. Et il faut qu'il soit ferme. Jamais on a eu un chef d'État qui soit aussi ferme. Et au temps de Boni Yayi, a une volonté politique. Il faut accompagner sa volonté politique. C'est vrai qu'il nous faut aussi un peu de fermeté, pas de la rigidité puriste. Ce n'est pas affaire de extrémiste, non. C'est affaire de management, c'est affaire de gouvernance. Et quand on parle de gouvernance, tout s'y trouve. Il y a la justice, il y a la sociologie, il y a la psychologie, il y a tout. C'est un ensemble. On ne peut pas rester juste parce que dans le domaine de la légalité, du droit, pour dire qu'on veut gouverner un pays. Un pays est plus que ça. Et apparemment, il semble qu'on limite la gouvernance du Bénin depuis 2016 au droit. Si c'est le droit qu'il a dit, c'est légal. Tant que c'est légal, on avance. Et depuis 2016, on n'avance pas, on ne bouge pas, on tourne en rond. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la situation dans laquelle nous sommes est critique. Et les apprenants, ils en auront encore pour quelques temps. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, tout le discours... C'est du pessimisme. C'est pas du pessimisme. Tout le discours est focalisé sur la défalcation. Alors que la défalcation n'est qu'un épiphénomène. Le vrai débat qui a commencé avant qu'on ait la défalcation est toujours là. La plateforme revendicative. On n'y a pas encore touché. Ça veut dire que apparemment le gouvernement, c'est comme si le gouvernement est en train de jouer à un jeu un peu dangereux. Il veut faire du lynchage public. Mais que faites-vous de la responsabilité des autres acteurs quand vous ne voyez que le gouvernement fait du lynchage? Parce que si désormais, si par exemple, d'ici quelques jours, si quelques jours, le gouvernement retrocédait les défalcations, le gouvernement dira que nous avons déjà satisfait
aux revendications. Alors que oui, parce que là, les travailleurs sont en train d'hisser cette défalcation-là au rang de revendication. Loris d'abord. Mais c'est que demandent les enseignants? Est-ce qu'ils ont demandé un Boeing? Est-ce qu'ils ont demandé un vaisseau spatial? Ce qu'ils ont demandé, c'est ce que le gouvernement est en mesure de donner. Pas toujours. Et si parce que les travailleurs ne sont pas au fait de... Et si le gouvernement n'est pas en mesure de donner, il faut que le gouvernement adopte un langage, une position. Vous êtes père de famille. Vous ne pouvez pas dire que quand il y a crise dans la maison, entre votre enfant et vous... C'est la trésorerie, c'est la santé de la trésorerie qui entre votre enfant et vous, que forcément, c'est la faute de votre enfant. Vous êtes père de famille, vous avez une responsabilité. Dans cette crise, le gouvernement a une responsabilité. C'est au président Talon que le pays a confié ce pouvoir-là. Et lui, avec ses ministres, il dirige. Les partenaires sociaux aussi en ont une. Mais bien sûr, je dis la responsabilité première et dernière, la responsabilité essentielle revient au gouvernement. Papa, donne-moi 100 francs. Et si le père a 115 francs, il ne peut pas. Mon enfant, voici, j'ai 115 francs. Je ne peux pas te donner 100 francs. Même si je le voulais, je le souhaitais, je ne pourrais pas te donner ça. À tel moment, on pourra faire ci, mais pour le moment, tiens cela. Mais qu'on vienne nous dire, qu'est-ce que le gouvernement a franchement donné? Ce n'est pas presse interposée où on dit le gouvernement a satisfait à 95% des revendications pour livrer les syndicalistes, les travailleurs aux populations. Ce n'est pas cela que le gouvernement et les syndicalistes viennent sur un plateau, en public, et qui viennent nous dire, nous venons d'octroyer 95%, et que les syndicalistes nous disent, oui, on a obtenu 95%, on veut 5%. Et là, le peuple va sera témoin, et le peuple saura que ce sont les partenaires sociaux qui font de la pagaille. Parce que là, les autres restent là-bas pour dire, on n'a rien obtenu. Le gouvernement, on a satisfait à plus de 95%, mais ils sont là. Que les deux viennent nous dire. La responsabilité des partenaires sociaux. La responsabilité, c'est celle qui est la leur. De ne voir que le gouvernement. On ne voit pas que le gouvernement. Je viens de le dire. Quand gouvernement et syndicats viendront devant nous, et on va dire, le gouvernement va dire... Comment peut-on négocier 95% et les autres vont dire, oui, on veut 5%, on sera... Qui n'accède à aucune concession, qui ne permet aucune concession. Comment est-ce possible de négocier? La caricature que donnait tout à l'heure Frédéric n'est même pas la meilleure caricature. Ce n'est pas affaire de père, de famille et des enfants. Le patrimoine dont dispose le gouvernement, c'est un patrimoine commun. C'est chaque Béninois qui y a contribué. Ce n'est pas l'argent que le papa a travaillé, son argent dans sa poche. C'est l'argent pour nous tous. Ce n'est pas l'argent du chef de l'État, ni du gouvernement. Ce n'est pas leur sous. Il est question de patrimoine commun. La cagnotte, c'est notre cagnotte commune. Qu'on la mette devant et qu'on en discute. Il faille gérer de manière équitable. Et je suis d'accord, équitable, mais pas de manière opaque, pas de manière... Et non satisfait une corporation au détriment des Personne n'a jamais voulu qu'on satisfasse une corporation. Mais c'est simple. Parce qu'au-delà de cette satisfaction, il y a d'autres urgences. Depuis le mois 90, les partenaires sociaux n'ont jamais obtenu ce qu'ils veulent. On sait que la négociation, c'est la surenchère. Vous faites la surenchère et après, au cours de la négociation, vous trouvez un consensus, un juste milieu. Et qu'il faut de la surenchère. Et c'est normal. Parce que s'ils disent qu'ils veulent une seule chose, sur quoi ils vont négocier? Parce qu'en négociation, c'est que chaque partie paie. Très bien. Leur surenchère permet à ce que quand même on puisse trouver un juste milieu. Le juste milieu, le gouvernement peut leur dire même on va vous payer dans 5 ans. Mais les gens disent il faut quand même qu'on négocie et qu'on trouve un accord. Mais la négociation n'a jamais eu lieu. Et du moment où elle n'a pas eu lieu, permettez quand même à ce qu'on puisse dire que tout revient encore au gouvernement. Les partenaires sociaux ont toujours répondu au dialogue. Mais le dialogue a toujours échoué parce qu'il y a des problèmes. Et la dernière cause, c'était la défalcation. Si aujourd'hui, le gouvernement trouve un moyen pour y revenir, les discussions continueront. Mais si le gouvernement s'arrête seulement à la renonciation et dit qu'il a fini avec les centrales syndicales, vous allez voir que la situation va encore perdurer. Et nos pauvres enfants, nos pauvres apprenants vont encore souffrir un peu le martyre. Puisque c'est cela le nœud de notre sujet, c'est vrai qu'on s'est permis cette parenthèse. Laurent Delors-Faton, ce débat s'en va finir, mais revenons aux plus grosses victimes, les enfants, et pas seulement les enfants, les parents aussi, parce qu'ils ont investi. Bien évidemment, vous imaginez les parents qui ont payé la contribution, acheté la fourniture, fait ce qu'ils ont fait jusqu'à cette date-là, et puis paf, les enfants sont à la maison, les parents perdent financièrement. C'est cela. Et les enfants perdent sur le point de vue de l'enseignement, le point de vue de l'éducation, et qu'on vient nous faire le point, le bilan à la fin de cette grève. Vous allez entendre qu'il y a eu encore des cas de grossesse non désirés au sein des enfants, et que des garçons ont mis en club certaines de leurs collègues, et que
que certains collègues sont en clope de certains hommes, pas forcément ces collègues, parce que c'est le moment. Quand vous sortez d'ici en période de grève, quand vous rentrez chez vous, vous ne voyez pas les enfants debout en kaki. Ils sont livrés à eux-mêmes. Des couples, ci et ça. On voit. Qu'est-ce que tu vas dire? Des couples, ci et ça, des enfants qui traînent dans les rues, qu'est-ce qu'ils s'en vont faire? Ils vont découvrir des choses. Les garçons vont découvrir des choses. D'autres échouent à la plage. D'autres échouent à la plage. C'est-à-dire, si on fait le bilan, à la fin de ces mouvements de grève, on va voir que le Bénin a perdu, les parents ont perdu, les enfants ont perdu. Et tout ça pourquoi? Parce que les uns disent fermeté, les autres disent aussi fermeté, et les enfants sont enfermés dans une spirale infernale. Merci, Fréjus Seblan. Laurent Delors-Faton, pour finir. Après l'expérience que nous avons faite les dernières années où les grèves ont pratiquement désorienté le système éducatif, où aujourd'hui à l'université on a des enfants à un niveau approximatif, personne ne souhaiterait que les grèves continuent. Et si les grèves continuent, je ne vois même pas les dépenses des parents, parce que les dépenses des parents, c'est des dépenses, c'est d'ordre matériel, mais je vois les enfants. On est en train de créer une bombe pour ce pays, parce que d'ici quelques années, avant, on avait une génération dont le niveau intellectuel était tellement bas. Et si les grèves continuent, nous risquons d'avoir encore, le niveau ira encore de plus en plus bas. Et ce sera dramatique pour l'avenir de ce pays. Il serait quand même normal qu'on voit beaucoup plus la génération montante, qu'on voit parce que les conséquences, on les verra dans 10 ans, dans 15 ans. Plus tard. Et ce ne sera pas heureux que ça continue comme ça. Aussi, il faut quand même dire une chose, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, les enfants qui sont là, ils sont abandonnés, c'est sûr. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est en train de créer dans la psychologie des apprenants et des enseignants, je dirais, une démotivation. Parce que l'année, qu'on le veuille ou pas, si on réussit à désamorcer la crise, on va continuer l'année. L'année va s'achever dans une atmosphère de découragement. Parce que les enseignants savaient que... il y aura aussi une part de révolte dans le que l'année devrait durer 8 mois. Ils seront obligés de le rallonger. Ils n'auront plus la même motivation pour pouvoir achever l'année. Et on va encore faire une année rafistolée. On va rafistoler une année. C'est-à-dire que ce qui est sûr, que la grève finisse demain ou après-demain. Cette année est déjà une année cachée. Et ce n'est pas bon pour ce pays. Ce n'est pas bon pour l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas bon pour l'avenir de ce pays d'ici 50, 10 ans. C'est malheureux. Il va falloir que toutes les couches permettent, cèdent et permettent une part de concession et que chacun évite de garder sa position, chacun évite de rester rigide, de camper dans ses revendications. Vous qui évoquez tantôt une sorte de bulle, il va falloir aussi percer ces bulles de revendication et permettre à ce que ces enfants accèdent à l'éducation, accèdent aux apprentissages. Laurent Delors-Faton, merci. Fréjus Seblan, merci. Et bonne journée à toutes et à tous.